Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière séquence des Pitch Solutions qui est organisée par le groupe La Dépêche du Midi et Midi Libre à l'occasion de la 4e édition du forum Le Monde Nouveau. Donc cette séquence est organisée en partenariat avec le Crédit Agricole et le village Baïséa. Je suis donc Sarah Nguyen Kaokyong, collaboratrice d'agence HV et j'anime cette table ronde sur le thème Les entreprises montpelliéraines s'engagent. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 4 intervenants de qualité. Donc Manon Pagneco, vous êtes présidente et cofondatrice avec Anaïs Lacombe de Pimpup, qui est une entreprise montpelliéraine créée en 2021 et qui propose des paniers de fruits et légumes sauvés du gaspillage et livrés chaque semaine en point relais. À Montpellier, vous comptez 40 points relais partenaires pour près de 700 clients et vous avez ouvert un point relais à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Nous avons également Noam Berkani, à droite de Manon, qui est fondateur et CEO de Switch, plateforme créée en mars 2020 à Montpellier et qui aide les étudiants à trouver une alternance en moins de 2 semaines, rien que ça. Vous avez coaché plus de 1500 étudiants et trouvé plus de 1000 alternances dans 7 villes de France, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, Paris et Montpellier. Nous avons également à nos côtés Thibaut Delgerie, à ma droite, qui donc vous êtes cofondateur et associé de Swing, qui est la première plateforme qui prend en charge les remplacements médicaux pour redonner du temps aux professionnels de santé. Vous l'avez créée avec le docteur Pasquier. Elle est accessible auprès des médecins généralistes depuis mars, c'est bien ça, et vous avez étendu son utilisation à l'ensemble des médecins spécialisés en juin. Et enfin, Pierre-Adrien Girogui, en bout de table, vous êtes fondateur et directeur de Squad, application mobile lancée en mars 2021 et qui permet de déclencher et gérer instantanément des campagnes de nano et de micro-influence de masse et ou locale. Donc vous partez du constat que chacun a de l'influence auprès de son entourage et la solution permet justement à tout le monde de faire de l'influence un complément de revenus. Et vous remettez donc de l'humain au cœur des influences et des publicités. Merci donc à tous les 4 d'être présents. Ma première question donc s'adresse quand même à vous 4. Quel a été l'élément déclencheur pour créer vos solutions respectives? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit là, je me lance? Je vais commencer avec Manon. Alors, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. De notre côté, parce que je parle d'Anaïs et de moi, donc mon associé, ce qui a avant tout été un élément déclencheur, c'est l'envie de s'engager, ou en tout cas même presque le besoin de s'engager dans la transition écologique. On était en parallèle de nos études quand on a décidé de monter Pimpup et il y a eu une idée qui nous a parlé et on baignait dans un environnement où on avait cette envie, nous, d'entreprendre aussi. Il y a eu un alignement de planète aussi avec le sujet de l'anti-gaspi, de la valorisation des produits imparfaits a fait écho à des sensibilités personnelles qu'on avait de par le fait que nos familles sont aussi paysannes, etc. Et le tout a fait qu'on a décidé, nous, de s'engager parce qu'on avait ce bon alignement de planète, en fait. Okay. Noam? Un micro HS. Allô? Ah, c'est bon. Ah, ça marche bien. Alors moi, en fait, Switch, c'est le prolongement de mon histoire personnelle. Moi, il faut savoir que je viens d'un milieu modeste. Mon père a à peine le bac, ma mère, elle a un CAP en vente. Donc autant vous dire que le capital intellectuel à la maison, c'était pas tellement ça. Et j'ai passé mes études en plomberie au lycée Léonard de Vinci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lycée très charmant entre la paillade et le petit bar. Donc autant vous dire, je ne fais pas de dessin, c'était très animé. Et en grandissant, je vois des gens, des amis autour de moi qui ont des belles maisons, qui peuvent s'acheter des derniers téléphones, qui partent en voyage. Et je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et malheureusement, quand vous venez d'un lycée professionnel, vous comprenez très vite 2 choses. La première, c'est que si vous voulez espérer réussir, il vous faut travailler 2 fois plus que tout le monde. Et deuxièmement, si vous voulez atteindre, en tout cas espérer atteindre vos ambitions, il faut au minimum prendre un chemin qui est différent. Et donc, à la fin de mes études, pour moi, ça a été une évidence de lancer Switch. Pourquoi? Pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que je voulais m'extraire de ce milieu social. Et le deuxième, c'est que je voulais aussi permettre à ceux qui voulaient de mon milieu social de faire la même chose que moi grâce à l'alternance. Donc, ça a été ça un peu le parcours. Et c'est ça qui m'anime chaque jour au travers de Switch. Merci. Thibaut Delgerie, Swing Santé, du coup, vous pouvez nous en parler un petit peu d'où c'est venu? Pourquoi cette idée? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Tout est parti en fait d'une discussion dans les couloirs de l'hôpital avec mon associé le docteur Damien Pasquier. On discutait justement de toutes les problématiques qui gravitent autour du remplacement médical et paramédical. On a d'abord essayé de trouver une solution
Il n'y avait aucune solution existante qui répondait à l'ensemble de ces problématiques-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon ben ça y est, on y va, on lance notre solution et Swing est né. Oui, parce que du coup, pour les remplacements, peut-être rappeler un petit peu le process pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, il faut envoyer au Conseil de l'Ordre des documents particuliers, il y a un délai, etc. En fait, les remplacements médicaux, c'est un peu particulier parce que c'est ni du salariat ni du libéral. C'est régi par le Conseil de l'Ordre. Donc en fait, il y a un contrat de remplacement qu'il va falloir... déjà, il y a une recherche. Il faut trouver le remplaçant déjà. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur les dates. C'est pas forcément toujours évident. Et puis, il y a une perte de temps aussi si vous n'êtes pas disponible au même moment. Ensuite, il faut signer le contrat de remplacement, l'envoyer au Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre doit vous faire un retour. Ensuite, vous faites votre remplacement. Il y a toute la gestion des paiements à faire avec les rétrocessions, etc. Et après, il y a la fiscalité. Donc, pour les jeunes diplômés, ils découvrent l'URSSAF et les déclarations, etc. Ils ne savent pas forcément tout ce qu'ils doivent faire. Donc, le but, c'est de simplifier tout ça pour donner vraiment du temps aux professionnels de santé. Merci. Pierre-Adrien Girogui, du coup, Squad. D'où est né Squad ? Alors, j'ai travaillé pendant 15 ans au FIS de Montpellier. Et pour un sponsor, pour un partenaire, j'ai dû faire venir un méga influenceur. Et j'ai été choqué de recevoir sa facture avant même de lui expliquer pour quelle marque était la collaboration. Et en parallèle, j'avais 2000 athlètes qui avaient des taux d'engagement très élevés sur les réseaux sociaux, mais aucun logiciel pour les activer tous ensemble. On n'a malheureusement pas 2000 stagiaires pour activer 2000 influenceurs. Donc du coup, on a cherché une solution. Le Covid est arrivé, donc chez Hurricane, ce n'était pas le sujet de lancer des nouveaux projets digitaux. Et moi, ça faisait 15 ans que j'y étais, donc c'était le moment de peut-être de tourner une page. Et donc, du coup, j'ai lancé en 2021 The Social Race, qui est devenu Squad en fin 2022. C'est du coup cette application qui est d'un côté des créateurs une application et de l'autre côté un SaaS pour les professionnels de la publicité. Oui, vous parliez justement que c'était important d'être sous forme d'approche logicielle et non pas d'agence. Oui, en effet, dans l'influence, donc il y en a quelques-uns qui le savent déjà. En fait, il y a en France, c'est un marché qui est assez spécifique, propre au marché français, mais ce sont des approches souvent one-to-one. Donc, on va contacter un influenceur et on va négocier avec lui une collaboration. On va l'encadrer si on est dans la loi, parce que c'est obligatoire. Et après, on fait la négociation. Le problème, c'est que ça prend du temps. On deal des fois avec des personnes qui changent d'avis au dernier moment, donc c'est assez compliqué pour les marques, c'est très 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 chronophage et aussi c'est dénué d'une grille tarifaire claire. Et concrètement, comment vous avez développé votre solution ? J'essaie aussi de croiser cette question avec l'écosystème dont vous profitez aussi pour pouvoir vous lancer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que ça vous a apporté en termes de soutien, que ce soit R&D, perspective, commercial, financement, même logements, locaux, etc. Manon ? Ok, j'enchaîne. Donc oui, c'est effectivement important de savoir que Pimp Up est une boîte montpelliéraine à la base. C'est notre siège social d'ailleurs, le BIC de Montpellier, donc le Business Innovation Center, l'incubateur, de la région Occitanie. L'écosystème, il nous a beaucoup aidé. On est passé par énormément de phases étant donné qu'on était étudiants d'entrepreneurs. Data engineer en plus, donc pas spécialement tourné sur le commerce, la gestion d'entreprise, donc on a dû tout apprendre. On est passé par le réseau Pépitellaire, on a été en couveuse à la BGE, puis ensuite on a été mis en relation par la BGE et poussé vers le BIC, qui est arrivé au bon moment dans notre accompagnement, qui nous a attribué, un peu avec un modèle de fit, un chargé d'affaires, en l'occurrence une chargée d'affaires, qui nous suit depuis le début, donc depuis bientôt 1 an et demi. On a été vraiment accompagné par tout l'écosystème, à la fois financier, il y a aussi du conseil, on est récemment lauréat du réseau Entreprendre, donc c'est très important, je pense, surtout quand on est jeune entrepreneur. Enfin, je pense que vous aussi, enfin, toi, tu as plus d'expérience, etc. Toi, peut-être aussi, je sais pas. Mais nous, on s'est sentis vraiment, tu vois, vraiment bien entourés et on en a toujours besoin et c'est quelque chose qu'on recherche de par le fait qu'avec Anaïs, on a 25 ans, qu'on a certains backgrounds, mais que sur la partie gestion d'entreprise et développement, on avait besoin d'aide et on a trouvé les bons interlocuteurs au bon endroit. Et aujourd'hui, vous êtes à la Halle de l'Innovation, du coup, à Montpellier. Noam aussi, pour Switch ? Alors nous, on a eu de la chance, on a développé Switch avec 0 € d'investissement, pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas nos parents qui pouvaient mettre de l'argent, on n'avait pas un réseau d'investisseurs qui était capable de mettre de l'argent la main à la poche, et on n'avait aucune banque qui voulait nous suivre. Donc à partir de ce constat-là, on avait 2 solutions. La première, c'était abandonner et passer à autre chose et dire « j'ai pas de chance », ou la deuxième, c'était essayer de se débrouiller avec les moyens du bord.
Donc, on a fait quelque chose de très simple. On a pris une plateforme Instagram, du téléphone, et on faisait du matching entre alternants et entreprises artisanalement. Et donc, ça nous a beaucoup appris et on est content de ne pas avoir tout de suite levé des fonds. Par contre, qu'on soit d'accord, parce qu'on dit que l'argent, ça fait pas tout dans une boîte. Moi, je peux vous dire que si j'avais eu 500 000 euros dès le départ, je serais certainement allé plus vite et j'aurais fait beaucoup moins d'erreurs. Et au niveau de Montpellier, moi, j'adore cette ville parce que forcément, moi, j'y suis né. Je suis montpelliérain, mes fondateurs aussi. Et voilà, ça m'a apporté des qualités, ma vision de voir les choses. Moi, j'ai envie de développer Switch pour qu'elle soit l'acteur majeur dans la croissance économique de Montpellier et aussi dans l'élévation sociale des étudiants montpelliérains. C'est comme un devoir, parce qu'avec Switch, on s'est fixé des grandes ambitions pour la ville de Montpellier. Et moi aussi, à titre personnel, on a certaines ambitions pour cette ville-là. Merci. Pierre, Adrien Gérogui pour Squad. Eh ben, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, c'est que chaque entreprise est unique, elle évolue sur un marché qui est différent. Donc on ne peut pas apprendre à devenir un entrepreneur, on est obligé d'apprendre sur le tas, en fonction de son marché, en fonction de son équipe. On a tous des choses différentes à dealer avec. Par contre, ce qui est important, c'est le partage. Il y a un vrai écosystème à Montpellier où tous les entrepreneurs s'échangent, les bons tuyaux, mais aussi les grosses galères, parce que tout n'est pas rose dans les entreprises. Mais le but, c'est quand même d'aller le plus loin. Et en fait, il y a une vraie force à ce réseau que, d'un point de vue extérieur, on ne retrouve pas dans d'autres villes. C'est vraiment propre à Montpellier. Et il est très souvent... on observe très souvent que certains entrepreneurs qui ont déjà réussi à Montpellier réinvestissent dans les entreprises montpelliéraines pour réinjecter et repousser le réseau local. Et Thibaut Delgerie aussi, vous avez la BPI, French Tech, la Med Valley aussi. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, Swing a été créé donc sur Montpellier. On a tout d'abord donc réalisé une première levée de fonds à laquelle de nombreux professionnels de santé de la région ont pu participer. On a également eu un financement par l'emprunt. Parmi nos partenaires locaux, on retrouve donc la BPI, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne qui nous ont accordé des crédits. On a également la région Occitanie qui nous a fait bénéficier de son programme PIA 4. Et pour terminer, donc, on a intégré le BIC et la Med Valley qui donc, nous partagent leur vision et de précieux conseils. Et donc, du coup, maintenant que vous êtes quand même assez lancé sur votre route entrepreneuriale, comment dupliquer votre solution et qu'est-ce qu'on peut imaginer finalement d'ici 3 à 5 ans pour chacune de vos activités respectives ? Manon, peut-être ? Oui, pour reprendre, du coup, nous, on fait des paniers anti-gaspi qu'on livre en point relais. Donc, pour répliquer, en fait, ce que fait Pimp-Up ailleurs, en l'occurrence à Montpellier, à Toulouse et à Montauban, on est présent dans 3 villes, il faut trouver quelques producteurs locaux, mais on travaille déjà avec des coopératives qui sont présentes dans tout le sud de la France. Donc, on pourrait rouvrir dans d'autres villes en ayant déjà des producteurs partenaires. En fait, il faut qu'on retrouve certains des prestataires qu'on a à Montpellier, à Toulouse. En l'occurrence, on cherche un chantier d'insertion pour la préparation de commandes et des livreurs de dernier kilomètre qui font à la fois du vélo cargo pour le centre-ville et qui ont des véhicules soit hybrides, soit électriques, soit thermiques tout court pour les extérieurs. Et pour finir, on cherche des points relais qui sont des commerces de proximité, des entreprises aussi, des coworking, ce genre de choses-là. Donc c'est un modèle qu'on a testé, qu'on a optimisé, on a développé notre technique pour faire ça rapidement. Et pour le refaire, il faut notre expertise, notre système technique qui permet de faire collaborer toutes ces personnes-là et de faire en sorte que ce soit une chaîne logistique et pas juste des entités séparées. C'est ce que nous, en fait, on a créé. Et on attend tout de même de roder nos villes ouvertes actuellement avant d'en ouvrir d'autres parce qu'on se veut être une entreprise vraiment résiliente sur un modèle de recherche de rentabilité et non de start-up en hypercroissance et autofinancée sous perfusion, bien que pour nos besoins de développement, on est aussi amené à lever des fonds, à être accompagné par des acteurs comme le Crédit Agricole Languedoc en l'occurrence et d'autres. Donc voilà, en termes de réplication, ce serait comme ça qu'on le ferait. Oui, vous avez ouvert à Montauban en septembre, là, ce mois-ci, du coup, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est tout récent. Ok. Et donc peut-être d'autres villes, mais plutôt en Occitanie, sur le territoire. Exactement. Thibaut Delgerie pour Swing, du coup, est-ce que c'est duplicable cette solution et qu'est-ce qu'on imagine d'ici 3 à 5 ans ? Oui, alors Swing est une solution qui s'adresse à une grande partie des professionnels de santé. Nous prévoyons de développer donc notre solution pour les dentistes et pour les pharmaciens.
tout simplement parce que les similitudes en matière de remplacement sont fortes avec les remplacements médicaux. Nous prévoyons également en fait par la suite de développer Swing pour les kinésithérapeutes, les infirmiers, les sages-femmes, de manière à répondre à l'ensemble des problématiques liées aux remplacements paramédicaux. Et à terme, nous envisageons pourquoi pas d'étendre notre solution à différents pays européens dans lesquels les systèmes de santé sont similaires. Et est-ce que cette solution, enfin petite parenthèse, est-ce que cette solution est bien acceptée justement par toutes les entités de professionnels de santé, enfin par tous les corps de métier? Alors, Enfin, que c'est digital, enfin là aussi, et puis enfin, est-ce que c'est bien accepté, voilà. Alors, on change les habitudes. Notre solution, on est nouveau. Enfin, jusqu'à présent, ça se faisait avec du bouche à oreille. Donc, il y a forcément un changement d'habitude qui va s'opérer. Ça va nécessiter du temps et forcément une période d'apprentissage. Mais pour l'instant, en l'espace de 6 mois, on en est à 2300 inscrits. Donc, c'est déjà pas mal, répartis sur tout le territoire, y compris dans les dom-toms. Très bien. Noam, du coup, pour Switch, quelle perspective? Alors déjà, nous, on a fait tout le contraire de Manon. C'est qu'on est vite monté à 30 personnes en très très peu de temps dû à notre levée de fonds. Donc bon, ça a été très compliqué au niveau du management. Et là, maintenant, nous, ce qui nous manque vraiment, ça va être du coup une seconde levée de fonds. Parce qu'on a de très grosses ambitions sur le territoire. Et surtout, parce que maintenant qu'on sait accompagner 1000 étudiants, il faut qu'on en accompagne 2000. Et pour en accompagner 2000, il faut qu'on scale, comme on appelle ça chez nous. Et pour scaler, forcément, il nous faut de l'argent. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi qu'on développe d'autres verticales parce qu'on est très axé sur le commerce en général, donc tout ce qui est comptabilité, ressources humaines, RH, commerce. Mais l'apprentissage, l'alternance, ça ne se résume pas qu'à ça. On a aussi l'artisanat, la cuisine, l'ingénierie, qui sont aussi des métiers qui méritent faire partie de notre catalogue de formation. Et donc pour ça, il faut qu'on arrive à avoir des écoles dans d'autres villes, ce qu'on a déjà, mais surtout attirer des étudiants avec des entreprises qu'on fait matcher. Et ça, je peux vous assurer, ça coûte un petit peu d'argent. Voilà. Pierre-Adrien, perspective de Squad? Alors la stratégie d'expansion de Squad, c'est de travailler avec des partenaires. Donc on arrive comme des relais de croissance, par exemple pour les radios, pour les chaînes de télé, qui vont pouvoir proposer les services Squad en marque blanche directement à leurs clients. On a des agences publicitaires comme l'agence de Midi Libre qui justement travaille sur creuse sur ces leviers-là. Et on vient proposer cette solution. Donc du coup, on a la chance de travailler avec ces partenaires. Et on est déjà à l'international. Donc dans 3 ans, je pense qu'on sera encore plus à l'international. Les marchés étrangers sont souvent plus ouverts sur des nouveautés, sur des nouveaux services. Là où en France, des fois, on a un cycle de pénétration qui est un petit peu plus long. Oui, il y avait le Canada, il me semble, c'était... Oui, on a des campagnes, aussi, ouais. On a des campagnes pour back market aux États-Unis et au Canada, et là on a l'Italie, et on vient de vendre une carte dans tous les dom-toms sur une radio, donc ouais, c'est parti. C'est bien parti. Question également transverse pour tous les 4. Quel est votre impact et votre contribution pour le monde de demain? Question vague, mais et vaste. Manon? Nous, on a un impact dans le sens où, en valorisant des produits qui auraient été gaspillés, on évite que les ressources qui ont été utilisées pour produire la nourriture aient été utilisées en vain. Et au-delà de ça, la nourriture qui se décompose a un impact carbone qui est 11 fois supérieur aux émissions juste de carbone CO2. Donc on évite ce dégagement de carbone dans l'atmosphère. Au-delà de ça, on rémunère un travail des producteurs qui a été fait, quoi. Souvent, en plus, les producteurs qui ont quelques solutions pour valoriser les produits imparfaits, producteurs et transformateurs, hein, parce que c'est le cas pour les fruits et légumes. On connaît les fruits et légumes moches, mais pour tous les aliments, il y a des produits qui sont gaspillés à la production et qui n'arrivent jamais en magasin. Et aujourd'hui, ils ont quelques solutions parfois, mais ils ne sont pas rentables. Ils sont obligés de faire le sacrifice, de faire le choix, de trouver une solution, de savoir qu'ils vendent à perte, mais eux au moins sont OK dans leur tête d'avoir la solution. Nous, on veut arriver et leur proposer vraiment un modèle qui est rentable, dans le sens où on va s'aligner sur leurs coûts à eux de production, de ramassage, de picking, etc. Et puis,
on essaye d'avoir une démarche qui est la plus logique possible dans les autres secteurs d'activité de Pimp-Up, comme la préparation de commandes qui est assurée par du personnel en insertion, la livraison qui est au maximum par des solutions plus vertes que du thermique quand on a le choix, c'est pas évident. Et ça passe par des petites actions comme ça au quotidien. On fait très attention au bien-être de nos employés aussi. On met en place des politiques qui sont parfois un peu controversées, mais que nous, on apprécie, comme les vacances illimitées, avec un seuil minimum. Enfin, c'est le genre de choses qui paraît pas grand-chose, mais finalement, pour les employés, ça peut faire la différence. Donc, on pense autant à notre service et ce qu'on délivre à nos clients et à ce qui se passe en interne chez nous. Et il me semble que vous m'aviez dit que vous souhaitiez sauver 1 million de tonnes de nourriture de gaspillage. C'est bien ça? C'est ça, c'est l'objectif. Un bel objectif. Thibaut, même question. L'impact. L'objectif de Swing est d'avoir un véritable impact sociétal au niveau des professionnels de santé, professionnels qui ont été mis à mal avec le Covid, j'apprends rien. Le but, c'est à la fois d'aider les professionnels de santé en améliorant leur qualité de vie, mais également en fait de favoriser la continuité des soins en maintenant pour les patients des créneaux de consultation, créneaux qui, sans remplaçants, auraient été fermés. Et notre dernier objectif, c'est de lutter contre les déserts médicaux en apportant de la visibilité à ces professionnels de santé qui sont souvent isolés en milieu rural et en permettant aux remplaçants justement d'y avoir accès et pourquoi pas à terme de s'y installer si les conditions leur plaisent. Noam, la contribution de Switch en quelques mots? Alors déjà, dans un premier temps, on aimerait vraiment propulser l'alternance au rang de système numéro 1 en termes de formation en France, parce qu'on y croit, on sait que ça marche, on sait que c'est ce qui va marcher plus tard. Parce que évidemment, quand on a de la théorie et de la pratique, ben forcément, quand on arrive sur le marché du travail, on est quand même plus compétent que quelqu'un qui a fait que de l'initial. Et la deuxième qui nous tient extrêmement à cœur, c'est de rétablir l'égalité des chances et qui est liée aussi à la première. C'est que Julien, Moussa ou Mamadou, s'il a envie de réussir sa vie, ben, on peut lui donner une chance de le faire grâce à l'alternance. Parce qu'il n'y aura pas de discrimination, parce que nous, on va lui trouver une entreprise et une école en moins de 2 semaines qui pourra l'accueillir et forcément, il gagnera de l'expérience et rattrapera son retard. Et petit à petit, ben, il arrivera là où il veut arriver. Et ça nous tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'il y a des inégalités. On a tout essayé et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui change et au contraire, ça augmente d'année en année. Et donc, on se dit que grâce à l'alternance, on peut réduire le fossé qu'il y a dans cette inégalité-là. Pierre, Adrien, comment intégrer l'engagement environnemental et sociétal dans un modèle économique qui est basé sur l'influence sur les réseaux sociaux? Concrètement, voilà, on peut penser que c'est un petit peu antinomique que les influenceurs poussent à la consommation, au gaspillage. Donc finalement, comment une plateforme de micro-influence peut-elle fonctionner en portant des valeurs fortes? Alors déjà, il faut savoir que Squad est membre de One Person for the Planet, donc 1% de notre volume d'affaires est reversé à des causes environnementales. Et en plus de ça, on propose à nos créateurs qui sont rémunérés de reverser en fait la totalité ou une partie de leurs gains directement à 3 associations caritatives. Il se trouve que c'est WWF, la Fondation Saint-Pierre pour les enfants malades et Ocean Protection. Donc ça, c'est ce qu'on propose. On facilite en fait ce geste. Et plus loin que ça, c'est qu'il faut savoir que les influenceurs, certes, influencent, mais en fait, ils influencent sur ce qu'aujourd'hui, on leur demande d'influencer. C'est un métier pour eux, ou c'est une volonté, c'est un engagement. Donc, si aujourd'hui, on leur propose, évidemment, il n'y a que les mauvais produits qui sont pollueurs ou qui sont consommateurs de carbone, là, les actionnent, c'est un levier qui, du coup, est mal utilisé. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de bonnes associations qui pourraient les utiliser à bon escient. On l'a vu dans la conférence juste avant, qu'il y a des influenceurs qui ont cette capacité d'influer dans le bon sens. Noam a quelque chose à ajouter. Moi, j'ai une question, justement. Est-ce que tu vois de nos jours, maintenant, les influenceurs qui ont plus ce sens éthique, moral, de l'influence, et qu'avant, on le savait, il y a 2-3 ans, c'était du dropshipping, tout ce qui était... Je grossilterais, bien évidemment. Mais là, est-ce que, justement, tu penses qu'on rentre dans une époque où les influenceurs sont de plus en plus exigeants en termes de partenariat, plus éthique, plus moral? Alors oui, de toute façon, on est obligé, tout simplement parce que nous, par exemple, on a mis l'impact carbonique, on calcule l'empreinte numérique des campagnes qu'on propose aux clients et pour que les clients les décarbonent s'ils le souhaitent. C'est déjà un premier pas. Mais ça, petit à petit, on va arriver dans des lois et vis-à-vis des créateurs de contenu ou des influenceurs, la qualité environnementale va devenir une note
Il y a déjà des tentatives de numérotation de ce type-là, et en fait, on va aller, comme d'autres KPI qu'on mesure, et ben en fait, cet impact carbonique, tôt ou tard, arrivera. Et quel est l'impact auprès des marques aussi avec qui vous travaillez? Est-ce que vous refusez parfois de travailler avec certaines marques? Et si oui, sur quels critères précis liés justement à cet engagement que vous portez? Alors, bon, nous, il y a déjà des marques qui ne peuvent pas utiliser notre service. Donc, c'est par exemple les marques pour adultes ou les partis politiques. Donc, ça, c'est plus pour des raisons sociétales ou des raisons légales. Après, on n'a jamais été confronté à des marques qui étaient très polluantes. On a eu un sujet. Donc, ça ne nous est encore jamais arrivé. Mais de toute façon, en fait, si une marque vient et propose une campagne, comme on n'est pas obligé de participer, les gens ne participeront pas. En ce moment, on a une campagne pour la biodiversité qui s'appelle Canopée de la Poste. Et ben, la campagne a explosé dès les premières 24 heures. Là où d'autres campagnes, en fait, qui sont peut-être pas incluses dans une démarche environnementale ou une démarche sociétale, ont plus de complexité. Et est-ce que vous arrivez à faire évoluer des marques justement dans ce sens-là, en les démarchant? Et justement, est-ce qu'il y a des exemples Alors, je vais prendre un exemple très simple. C'est par exemple un restaurant. Si un restaurant il fait de la mauvaise nourriture, tôt ou tard, il n'aura plus de clients. Donc, du coup, il est obligé ou il est condamné de faire des bons plats. Et bien, en fait, pour les marques, c'est naturel. Si elles font des mauvais produits qui ne rentrent pas dans les habitudes des consommateurs ou dans l'éthique des consommateurs, elle ne les vendra pas. Et donc, du coup, elle est obligée de se mettre au pli. Et ce sont les consommateurs qui ont le pouvoir. Ce sont les consommateurs qui ont le pouvoir d'influencer leur entourage. Ce sont les consommateurs qui ont le pouvoir d'aller vers des marques qui correspondent à l'éthique générale. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des influenceurs ou des marques qui ont refusé de travailler avec Squad? Alors, avec nous, non, mais par contre, je sais que beaucoup de gros groupes, par exemple des groupes pétroliers qui en ce moment essayent un peu de greenwasher leur image, ont proposé justement des campagnes et certains refusent, certains acceptent. Le débat est assez, on pourrait en parler pendant des heures. On a par exemple eu ce week-end une course automobile entre influenceurs. Il est vrai que avec le réchauffement climatique, ça fait débat. C'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Mais voilà, en tout cas, tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer. La France est un pays qui est assez particulier sur l'influence, qui ne reflète pas l'influence dans le monde aussi. C'est assez différent. Mais les choses sont en train de bouger. Très bien. Je reprends quand même avec vous quatre sur l'entrepreneuriat, parce qu'on entend quand même beaucoup parler des jeunes. Mais est-ce que seuls les jeunes ont la responsabilité de changer le monde? Grosso modo, qu'attendez-vous des entreprises plus implantées, plus matures? Et pourquoi vos startups développent des solutions alors que les besoins existaient déjà? J'aimerais bien avoir en quelques mots votre regard sur le marché. Manon? Je pense que là tu as évoqué le rôle des grosses entreprises peut-être plus développées. Il y a juste une vocation, je pense, et j'espère que c'est vraiment une vocation d'ailleurs des entreprises, de passer le flambeau, de juste recontribuer à un écosystème qui les a aidés. J'ai évoqué rapidement le réseau Entreprendre tout à l'heure. Le concept, c'est d'être accompagné par des personnes qui sont passées par l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui réinvestissent du temps et ou de l'argent dans un réseau pour aider les prochains. C'est un modèle logique qui existe dans plein d'autres écosystèmes, pas que l'entrepreneuriat. Moi, c'est bien sûr de ça que j'attends et que de plus en plus, les entreprises prennent dès le début, dès leur création, les sujets de la RSE comme une voie centrale et pas juste quelque chose qui se rajoute à une politique un peu sympa qui ajoute une différenciation par rapport aux autres. Il faut que ce soit la racine de la création et de la motivation, je pense. Et tu as été étonnée aussi tu m'as dit que les jeunes seraient moins sensibles à la cause environnementale dernièrement, d'après une étude. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Effectivement, on l'a évoqué rapidement et j'ai pas retrouvé cette étude en particulier, mais j'avais été surprise des résultats parce qu'aujourd'hui il y a une connotation, il y a vraiment la connotation les jeunes sont plus engagés que peut-être d'autres années d'âge, d'autres groupes de personnes. Et cette étude avait l'air de démontrer que, en fait, pas tant que ça, ou en tout cas que les vraiment plus jeunes, 18-20 ans, sur les réseaux sociaux seraient moins sensibles aux sujets environnementaux et que c'est plutôt une population autour de 25 ans, 30 qui l'était plus.
Il faudrait que j'aille vérifier plus. Enfin, normalement, les chiffres, c'est un peu mon truc. Mais comme quoi, il y a des éléments sur lesquels il y a des connotations. Il faut avoir aussi du recul par rapport à ça. Dans tous les cas, si on continue à être dans cette démarche où chacun fait sa part, moi je crois beaucoup à l'effet colibri. Nous, on veut sauver 1 million de tonnes. Si à côté, il y a quelqu'un qui veut sauver 3 kilos en prenant un Pedipimpep, c'est déjà très bien et c'est OK. On fait tous sa part et ça suffira. Enfin non, je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, on réduira l'impact qu'on va de tous les cas avoir, quoi. Thibaut aussi, le monde ne s'adresse pas qu'aux startups, le monde de demain ne s'adresse pas qu'aux startups. C'est une des phrases qu'on avait eues pendant notre échange. Voilà, est-ce que les startups suffisent? Est-ce que les jeunes, en tout cas, suffisent? Je pense que le monde de demain ne se construira pas uniquement grâce aux startups, il se construit avec l'ensemble des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. D'ailleurs, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont d'ores et déjà adopté des changements de stratégie, donc avec des modèles plus durables, plus équitables, plus respectueux de l'environnement. Et en matière de santé, la santé de demain, elle va se construire avec l'ensemble, elle est à construire avec l'ensemble des entités présentes, donc qu'elles soient publiques, professionnelles, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les grandes entreprises et bien évidemment les startups. C'est vraiment la synergie de l'ensemble de ces acteurs qui va nous permettre de progresser. Et Noam aussi, ton avis du coup? Alors moi je suis plutôt d'accord avec Manon. Perso, je pense que c'est pas les startups, mais plus les entrepreneurs qui vont permettre de régler cette problématique. Pourquoi? Parce que là, on le voit tous ici, on est engagés, on est tous des entrepreneurs, et surtout, quand on est un entrepreneur, généralement, on prend à cœur les problèmes qu'on veut régler. Pourquoi? Parce qu'on a vécu une injustice, parce qu'on a, par exemple, dans le cas de Manon, on a vu des tonnes et des tonnes de déchets alimentaires jetés. Et c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, ça devient une obsession. Et donc, on est capable de déployer une énergie incroyable pour régler ce problème-là. Moi, pardonnez-moi, mais quand je vois Total qui promet de réduire ses gaz à effet de serre, bah, pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu drôle quand même. Donc, c'est peut-être vrai, hein. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je pense que c'est plus une affaire d'entrepreneur. Et nous allons finir avec Pierre-Adrien. L'avis en 2 mots, vraiment, pour conclure cette table ronde. Alors, merci de me faire conclure. Il est vrai que le juste mot, personne ne l'a. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les changements, en fait, sont commencés. Donc, c'est nous qui avons les mains pour les faire accélérer, les faire aller dans le bon sens. Et le pire qu'ils pourraient faire, c'est l'inaction. À partir du moment où on court dans une bonne direction, ou au moins en tout cas qu'on se rapproche de la bonne direction, c'est bien. Donc que ça soit 3 kilos pour sauver des légumes ou des millions, c'est déjà un bon exemple. Et si tout le monde fait sa part de colibri, j'adore l'image parce que cette histoire me parle, et tout le monde à son échelle peut influer sur la courbe. Merci Pierre-Adrien, Noam, Manon, Thibaut. On peut les applaudir. Merci à tous les 4. Donc ne partez pas trop loin parce qu'à partir de 19h, il y a place à la soirée débat sur le thème de la jeunesse à l'œuvre. Donc c'est la projection du documentaire de Camille Etienne, Pourquoi on se bat. C'est dans cet auditorium du Planète Océan. Et donc c'est une séquence animée par Jean-Paul Degnaud qui est cofondateur du métier en ligne Pioche. Bonne soirée à tous.